J'étais assez étonné en fait, parce que tu vois, allez, on s'est jeté dans des trucs comme ça. J'étais pas un expert, tu vois, j'avais fait un peu de formation SEO, ouais, je m'étais un peu formé et tout. Ouais. Mais je m'attendais pas à un tel impact sur des niches qui sont quand même des niches où on brasse beaucoup d'argent et qui sont de base, j'imaginais, quand même vachement concurrentielles. Ça a été quoi le premier site que tu as fait qui était vraiment automatisé? Parce que là, c'était des business en dur un petit peu. Ouais, ouais, c'est ça, c'est pour ça, et c'est là où j'ai fait le switch. En vrai, j'ai dit non, moi je veux plus ces trucs, aller rechercher la camionnette à 1h du matin sur l'événement, tu vois, et puis tu bois un verre, Ouais. tu t'es rentré chez toi, il est 4h, t'es crevé. Et c'est là que j'ai eu un peu le déclic de me dire non, en fait, j'ai envie de faire des trucs plus dans le digital et plus automatisé. Et le premier vraiment full automatisé, je pense que donc en 2016, avec mon ancien associé Jonathan, on crée une agence marketing et là on se dit tiens, on veut créer des trucs. On veut faire des side business, enfin, on veut essayer de trouver un truc en ligne, une idée, un truc. Et là un jour on va voir un client, c'était dans les subsides aux entreprises. Donc c'est une boîte qui fait des chasseurs de subsides, c'est des gens qui t'aident à voir ce que tu as droit comme subside. Comme je t'ai expliqué en Belgique, c'est compliqué. Les subsides, c'est les aides, c'est ça? Ouais, les aides, les primes, les aides pour soit pour le recrutement, soit tu veux construire un bâtiment, soit tu veux, voilà. Tu veux même faire ton site web, il y a des aides, etc. Et en fait, il existe des chasseurs de subsides en Belgique. Donc c'est des gens qui t'aident pour faire tes dossiers, tellement c'est compliqué, à retrouver à quoi tu as droit et faire les trucs correctement. Parce que si tu le fais pas dans le bon ordre, tu t'as droit à rien. Perdu. Enfin, t'as rentré ton dossier alors que tu as déjà fait un paiement. Vous n'avez pas coché la case CA du formulaire B3, donc du coup vous avez le droit à rien. Super. C'est con, vous aviez droit à 100 000 euros, mais c'est zéro. Et on peut refaire la boulette. Non. Ouais. Ah non, c'est trop tard. C'est donc, et donc on est en rendez-vous au tout début pour faire un site web pour une boîte qui fait ça. Et en fait, moi, je savais qu'ils avaient un programme de rapporteur d'affaires. Parce que déjà à l'époque, j'étais en contact avec une des commerciales. Vu que je faisais déjà un peu de coaching, j'accompagnais déjà un peu des gens, etc. J'avais souvent essayé d'activer ce levier pour voir s'ils pouvaient trouver des aides. Et en fait, on est rentré, on a voulu leur proposer un truc, pas juste un site, mais on leur a dit, en fait, faut faire du lead, faut faire une machine, il y a moyen de faire un truc pour générer du business pour votre projet. Et ils n'ont pas voulu, ils ont dit non, on veut juste un site web. Finalement, ils n'ont pas reçu notre offre. Et du coup, en fait, on s'est dit, en fait, on va le faire. Et du coup, on est rentré, c'était le premier truc où on s'est mis, tiens, ok, on va lancer un truc. On a cherché un nom, on a fait une landing page, en une semaine, un truc comme ça. C'était un peu la première fois, tout est encore un peu exploratoire. Et on a fait sur Instapage une page, on a fait des Google Ads, on a envoyé du trafic dessus, et puis on a eu des leads qui ont commencé à tomber, on a fait un petit formulaire, tu sais, les gens qui tapaient dans Google, subsides, investissement, machin. Et ça a commencé à générer du lead, et on a renvoyé les leads aux gens, forcément, avec qui on avait voulu travailler au départ, sous forme de rapport d'affaires. Et donc ça, on l'a automatisé, parce qu'en fait, il y avait des pubs Google Ads qui tournaient, un formulaire de contact, les leads qui sont envoyés automatiquement. Et c'était un peu le premier side en mode, comme je disais, Paper Lead que j'ai lancé et qui tourne toujours aujourd'hui. Oh. Est-ce que tu peux nous dire, quand tu l'as lancé, au bout de combien de temps il a commencé à générer, je sais pas, c'était une idée de revenu, quelque chose? Ouais. Alors ce projet-là, il est très spécifique et il a des contraintes. La contrainte principale, si tu veux, c'est que ces gens-là sont payés au résultat. Donc si tu vas chercher 100 000 euros de subside pour une boîte, en gros, ils prennent genre 10%, donc ils se prennent 10 000 euros sur les 100 000 comme commission. Sauf qu'ils les touchent quand les subsides sont payés. Donc parfois, ils les touchent 1 an, 2 ans, 3 ans après. Et donc, en point de vue trésorerie, c'est un vrai problème. Parce que si je veux répondre à ta question, quand est-ce qu'on a touché les premiers revenus, en gros, la semaine qui suit, on avait des contrats qui, quasiment 1 ou 2 semaines après, on avait des contrats qui se signaient. En fait, si tu veux, je crois qu'en l'espace de 3 semaines, on avait généré 30 000 euros de chiffre d'affaires pour la boîte à qui on renvoyait.
Sauf que c'est les 30 000 euros qu'ils allaient toucher sur les excellent. 1, 2, 3 ans à venir, tu vois. Pas day one. Donc très rapidement en fait, mais pas de l'argent direct malheureusement. Et c'était le même problème pour nous, puisque nous on était commissionnés sur leur commission à eux. Leur commission. Donc on avait un décalage de trésor. Et donc ce projet, à un moment donné, on a galéré à le monétiser parce que on avait ce décalage de trésor où eux voulaient pas préfinancer nos commissions. Donc ils voulaient nous payer quand eux étaient payés. Jusqu'à la fin, ils savent pas s'ils vont être payés, si le dossier est exact, comme il faut. Bon. Exactement. Ok. Et c'est quoi le modèle, tu peux nous dire le modèle de commission en général? Si eux prennent 10%, toi tu prends combien de leur commission? C'est un truc que tu peux dire? Ouais, bah écoute, c'est pas forcément la même chose dans tous les projets. Donc, par contre, je peux t'en parler après, parce qu'on a développé un modèle pour essayer de calculer justement un truc le plus juste possible en termes de coût par lead. Mais ici, ouais, c'est de l'ordre de 10%. Mais c'est une commission de rapport d'affaires, en fait, qui est assez classique, hein, tu vois, 10-15%. Ce genre donc 10% de leur 10%. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Oui, comme eux font, quoi, finalement. Mais pour... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un commissionnement relativement classique de rapporteur d'affaires, en fait. Oui, nous, on était des rapporteurs d'affaires, en fait, sauf qu'on avait automatisé le rapport d'affaires, tout simplement. Ok. Et tout à l'heure, tu as parlé du fait que tu avais automatisé quelque chose pour calculer le revenu sur ça. C'est sur ce projet-là? En fait, si tu veux, après, on a commencé à faire pas mal de projets sur ce modèle de paper lead. Du coup, on a commencé à réfléchir un peu, à modéliser en fait ce calcul du lead pour essayer que ça devienne un truc qui tienne la route pour nous, pour le client. Et quand tu es dans la négo de combien va coûter un lead, qu'on arrive à un truc qui tienne la route. Et donc, en fait, si tu veux, oui, tu peux lui dire pour que ça fonctionne pour nous et qu'on gagne de l'argent, il faut tant. Ouais, sauf qu'on fonctionne à l'envers. On va plutôt d'abord partir du client. Donc, on va lui demander, OK, c'est quoi la valeur d'un lead pour toi? C'est quoi la lifetime value d'un client? Parce que c'est pas juste, tiens, tu closes une fois, mais en fait, tu as peut-être un upsell, tu as peut-être un cross-sell, tu as peut-être d'autres choses que tu vas monétiser avec le même client. Donc, au final, ça vaut combien pour toi un client? Combien tu es prêt à dépenser en termes d'acquisition sur cette lifetime value? C'est quoi ton taux de conversion en général quand on t'envoie un lead? Et tu mets tous ces éléments un petit peu dans une petite matrice qu'on a fait. Et en fait, au final, ça te donne un coût par lead, mais c'est le client qui te l'a donné ce coût par lead. C'est pas toi, c'est lui qui t'a donné les data, les inputs pour aller le mettre. Et à ce moment-là, nous, on voit si, OK, ça tient la route de notre côté en termes d'acquisition. Et ça, avec l'expérience, tu peux voir un peu selon la niche, selon les coûts par clic, ce genre de choses. Ça t'aide à savoir si tu vas aller bosser avec eux et développer le SEO ou pas, quoi. Ouais. Au départ, on fait même pas du SEO. Au départ, on fait même du pur Facebook Ads, Google Ads, quoi. Ok. Oui, pour voir si rien que ça marche et que tu arrives à l'activer, quoi, c'est ça. Ouais. Et après, potentiellement, tu peux venir ajouter du SEO. Si tu vois que ça marche, tu vas faire diminuer ton coût d'acquisition moyen sur le long terme en rajoutant une couche avec du SEO. Quoi. Ok. C'est à quel moment que le SEO, tu as vraiment vu la puissance que ça avait? Sur quel projet? La vente de glaçons ou avant? Ouais, la première fois, c'est la vente de glaçons. La deuxième fois, c'est avec les cours de cuisine. Donc, cours de cuisine. Donc, je lance ça avec ma compagne comme ça. Et puis, pareil, je me dis, tiens, il faut que, forcément, comme j'étais dans le digital, on me dit, il faut quand même que tu fasses un site web. Je suis OK. Et j'avais pas le temps. Et du coup, j'ai dit, OK, je vais faire un truc. Et j'ai fait, en un week-end, j'ai fait un Wix. J'ai fait un site un peu optimisé, cours de cuisine, machin. En fait, ça nous a amené assez de clients. Juste en faisant ça, on a fait un site optimisé SEO, cours de cuisine, plus le coin où on était. Et on a eu des leads en suffisance pour nourrir cette activité qui était aussi un side plus qu'assez, quoi. D'accord. Et puis après un autre projet où je l'ai fait aussi, où ça a eu des chouettes résultats. Quand j'ai créé l'agence, quand on a créé l'agence en 2016, un de nos premiers clients, c'était mon beau-père. Mon beau-père, il est chirurgien. Et puis un peu, pour faire plaisir, il voyait un peu ce qu'on faisait. Je lui ai dit, il faudrait quand même que tu fasses un site web et tout.
Tu sais, quand on lance l'agence, on a besoin de thunes, là, on vient de sortir d'un T'essayes de startup, gratter partout. Ouais. Et j'ai dit ouais, mais tu vois, je voyais qu'il n'était pas plus convaincu que ça. Du coup, on a fait un peu un pacte. J'ai dit ok, mais alors, on va te faire genre, tu vas pratiquement rien payer, mais on sera en partie payé au résultat, quoi, tu vois. Et en fait, pareil, on lui a fait un WordPress à l'époque. Donc, il est chirurgien dans chirurgie plastique. Et là, pareil, les résultats ont été assez ouf parce que on a augmenté de 40% son chiffre d'affaires grâce au SEO en l'espace d'un an, un an et demi, quoi. Et il était en fin de carrière et il s'est retrouvé en fait à plus savoir gérer les demandes et j'ai Trop de travail. ma belle-mère qui est pas contente parce que Il il est censé arrêter de travailler et il a jamais eu autant de boulot. Ok. Ouais, je vois bien ce genre de résultat. C'est vrai que j'avais pas forcément pensé, mais du coup, comme je disais tout à l'heure, c'est mon père, il a un restaurant, j'ai fait un mini site web, mais j'ai pas pensé à faire du SEO pour le site web. Je me rends compte, putain, je suis con. En fait, ça aurait pu grave marcher du SEO local, c'est super intéressant. Hein. Ah ouais, clair. Parce que t'as toujours quelqu'un qui tape le nom de la ville ou le nom de village et le truc qu'il veut faire. Ben, Si tu là, réponds à par cette exemple, query. sur cet aspect-là, tu vois, on a fait, et c'est marrant parce que j'ai fait l'exercice l'autre jour, je donnais une conférence et finalement, on n'est plus à la place, mais c'est pas grave, enfin là, on s'en fout parce que ce projet-là, enfin, il cherche pas plus de demandes, il est Il en a trop. saturé. Mais tu vois, on a fait un article, par exemple, qui était, lui il me disait, ouais, je dis, demande un peu aux gens comment ils te trouvent sur Internet, tu vois. Il me disait, ouais, les gens, ils tapent chirurgien esthétique à vie, meilleur chirurgien, etc. Je dis, ah, bah, ok, on va faire un article sur quel est le meilleur chirurgien esthétique en Belgique. Et en fait, on a fait un article, quel est le meilleur chirurgien, tu vois. Et je crois que juste cet article-là, après, genre, un mois et demi, il rankait numéro 1 sur Google sur quel est le meilleur chirurgien esthétique en Belgique, et il faisait 1500 visites par mois. Et alors que juste dans l'article, on explique comment choisir un bon chirurgien, tu vois, avec des questions à se poser, machin, etc. Et forcément, lui, il est hyper crédible parce qu'il est en fin de carrière, il était chef de service, enfin, il coche toutes les cases. Mais on explique Exemple, comment bien lui. choisir. Voilà, c'est ça, quoi. Exemple, lui. Ah, ouais. Et ce truc-là a cartonné, quoi. Donc c'était assez amusant. Ah ouais, très très bonne idée. Je vais faire ça pour le resto de mon père. Ouais, quel est le meilleur resto dans la ville XY? Tu fais un bon truc, ouais. Ouais, si je vais me chauffer à m'amuser à faire ça pour voir. Ça serait très drôle. Et là, en l'occurrence, tu vois, et je pensais, j'étais assez étonné en fait, parce que tu vois, allez, on s'est jeté dans des trucs comme ça. J'étais pas un expert, tu vois, j'avais fait un peu de formation SEO, ouais, je m'étais un peu formé et tout. Ouais. Mais je m'attendais pas à un tel impact sur des niches qui sont quand même des niches où on brasse beaucoup d'argent et qui sont de base, j'imaginais, quand même vachement concurrentielles. Tu vois, Et non, en des fait, trucs, parce que les chirurgiens, ils comprennent rien au digital et du coup, il y a personne, le marché est super mal adressé, c'est ça. Ouais, quoi qu'il y a quand même toutes les cliniques, tu vois, c'est un marché où il y a quand même beaucoup de cliniques esthétiques et là, eux, par contre, ils jouent le jeu à fond du SEO. Mais par contre, effectivement, sur les chirurgiens ou les spécialistes, il y a un vrai truc à faire, quoi. Ouais. Ouais. Et le truc, c'est que la clinique, elle va plus essayer de se ranker dans la concurrence des cliniques, pas forcément des chirurgiens en direct, non? Bah, et c'est les mêmes mots-clés, hein. Ils vont se ranker Ouais. sur, je sais pas, augmentation mammaire, réduction mammaire, enfin, c'est quand même plus ou moins le même truc. Sauf que Google rank assez bien, tu vois, des sites, enfin, en tout cas, on l'a vu, nous. On a été, pendant tout un temps, numéro 1 sur augmentation mammaire, tu vois. J'aurais jamais cru me positionner sur un mot-clé aussi concurrentiel. Ouais, ok. Et qu'est-ce que tu penses qui a fait que tu es arrivé à te positionner aussi bien versus des, des cliniques à gros budget? Bah écoute, je pense qu'on a juste joué les jeux du SEO, je vais dire appliqué à la lettre les principes, tu vois. Moi, c'était le premier site qu'on faisait. On a checké c'est quoi la checklist du parfait SEO et on a checké les box, quoi, tu vois. Ok. Je fais mon titre comme il faut, la vitesse de mon site, je mets du contenu sur ma page, je mets mon mot-clé au bon endroit. On n'a pas, il n'y a pas un hack ou un truc incroyable, hein. C'est juste, on a fait un peu de backlink, ok.
Mais il n'y a pas de secret sauce, c'est juste appliquer les principes. C'est quoi que tu appelles backlink pour tous les gens qui habitent rien au SEO? Bah, c'est aller chercher des liens. Donc Google accorde beaucoup d'importance à l'autorité d'un site internet. Et pour lui, l'autorité, c'est il faut que tu aies d'autres personnes qui parlent de toi. Et d'autres personnes sur le web, c'est d'autres sites internet qui envoient un lien depuis leur site vers toi. C'est la manière à Google d'identifier que tu vois, t'as un article sur un blog ou sur un journal local ou peu importe qui mentionne ce que tu fais. Et à la fin de l'article, ils vont mettre un lien qui pointe vers ton site. Ça, c'est un backlink. Et donc ça, on a fait des petites stratégies d'acquisition de liens comme ça, mais pas non plus un truc de malade. Ça a été quoi par exemple, pour un chirurgien, comment tu arrives à lui faire obtenir des backlinks? C'est sur des journaux du coin? C'est sur quoi? Ouais, on a été chercher. En fait, tu as des techniques pour aller chercher, identifier les backlinks des concurrents. Donc, tu vois, on va voir tous les concurrents avec des outils de SEO. On va voir les liens des concurrents. Donc, on regarde les liens que les concurrents font et on regarde, c'est des annuaires, c'est des petits blogs, des choses comme ça, des commentaires et des endroits où il y a moyen de poster des articles. Et puis après, juste être présent sur, tu vois, ouvrir tous les comptes qu'il y a moyen d'imaginer sur, que ce soit du Facebook, LinkedIn, enfin, tout ça, ça compte, même aux yeux de Google, en termes de crédibilité, en fait. Et c'est des choses qui sont souvent même pas faites. En fait, par la plupart, ils font même pas tout ça. Donc, ouais. C'est rigolo que tu parles de ça parce que c'est un des trucs que j'ai découvert aussi. Comment c'est compter les backlinks et souvent en fait tu te rends pas compte que par exemple mettre ton lien sur Facebook pour plein de gens ils se disent ça n'a pas d'intérêt pour Google parce que tout le monde peut le faire. Ben en fait si, ça a de l'intérêt. Et un des trucs que moi je fais et qui fait énormément de trafic pour le site du podcast, et c'est genre la moitié des gens écoutent via le site du podcast maintenant, c'est parce que dans chaque épisode du podcast que je publie sur toutes les plateformes, donc ça publie sur une vingtaine de plateformes je pense, de podcasts, je mets en bas du résumé le lien du podcast vers le site. Et du coup ça a créé une autorité sur le site de ouf. Genre quand je regarde à Ahrefs, il me dit que le site a une très très bonne autorité parce qu'il est référencé souvent et sur toutes les pages dès qu'un épisode sort. Et du coup, vu que c'est un flux RSS, tout le monde récupère mon lien. Et du coup, clair. C'est clair. Hein. C'est des petits trucs. C'est clairement. C'est des petits trucs comme ça. C'est des petits trucs. Il y a des petits trucs comme ça qui sont à soupçonner et. Bah oui, clairement. Qui en fait sont puissants. Google My Business, tu vois, Google My Business. C'est totalement sous-coté. Donc, c'est le petit outil, je sais pas si tu vois, dans la map qui affiche, généralement, quand tu fais une recherche locale, tu as la map avec quelques premiers résultats. Et cet espace-là, tu peux le gérer automatiquement. Mais en fait, là, pareil, les gens, ils se contentent juste de mettre leur nom, leurs coordonnées, etc. Alors qu'en fait, tu peux aller mettre tes services, décrire tes services, mettre des produits, mettre tes prix, mettre plein d'informations. Et quand tu le fais bien, que tu complètes tout, ben en fait, tu peux passer devant tout le monde, juste avec des petits... ça prend un peu de temps, mais c'est pas un hack incroyable, c'est juste... faut juste le faire, en fait. Je pense que c'est un hack pour les gens parce qu'ils y auraient jamais pensé. C'est ça qui fait hack dans la tête des gens, mais en soi, effectivement, c'est pas bien compliqué. De toute façon, la plupart des hacks, c'est pas bien compliqué. Un que j'avais fait pour mon père qui l'a grave aidé, c'est Waze, ils ont lancé leur service de pub il y a 4 ou 5 ans, tu sais, où quand tu te balades sur la route, tu peux voir afficher un petit logo d'un restaurant. McDonald's avait fait ça, tu vois. Du coup, j'utilisais Waze, je vois que les McDo, ils pop comme ça et qu'on les voit. Je me dis, tiens, intéressant, ça c'est quoi? Et je vois que ça vient de se lancer, le service de pub de pub de Waze. Et du coup, je vais voir les prix, et en fait, comme ils viennent de se lancer, qu'ils ont besoin de lancer le business en France, parce qu'aux États-Unis ça marche déjà de ouf, enfin, ils font grave de blé avec ça. Du coup, ils sont pas très chers du tout. Et du coup, j'ai foutu, je sais pas, je crois que j'ai mis 20 balles par mois de budget. Tu vois, c'est que dalle. Hein. Et tout le temps, n'importe qui utilisait Waze voyait le resto de mon père sur Waze, t'es le seul dans tout le village où tu le voyais. Et du coup, il y a plein de gens qui m'ont dit putain, on vous a trouvé grâce à Waze, on a eu le logo, etc. Et ça coûtait 20 balles à mon père par mois. Que je mais en vrai, tu vois ce que tu dis là, ce que tu dis là, franchement, il y a encore plein de niches où c'est valable avec Google My Business. C'est-à-dire,
de moins en moins, clairement, mais tu peux assez vite, franchement, tu peux assez vite prendre une place et avoir un peu de visibilité, attirer des premiers clients, quoi. Je parle pour les business locaux, hein. Oui, 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 bien sûr. De En toute façon, faisant bien le taf. il y a plein de trucs à faire sur les business locaux pour se ranker et qui sont pas en soi. Si t'étais un SaaS qui cherche à se ranker mondialement sur la même requête, ça serait infiniment plus dur. Mais en fait, là, toi, tu essaies de ranker toi contre les autres de ton village ou de ta ville, quoi. Et souvent, c'est tout le monde est un paysan sur Internet, tu vois. Personne sait faire. Donc, du coup, il suffit que tu fasses très peu d'efforts pour être déjà dans le top 1%. Et Claire. ça c'est génial.